sécurité intérieure, les règles qui protègent nos libertés. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui nous concerne tous. C'est cet équilibre parfois un peu fragile entre notre sécurité et nos droits. On va voir comment tout ça s'organise. Allez, on se met en situation. On est à l'entrée d'un concert ou en plein dans une manif. Et là, un agent demande à jeter un œil dans notre sac. Est-ce que c'est légal? Qui a le droit de faire ça au juste? C'est là que ça coince. D'un côté, notre droit à la vie privée et de l'autre, la sécurité de tout le monde. Alors, qui a raison dans l'histoire? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans un ensemble de règles. Un peu complexe, c'est vrai, mais super importante, le Code de la sécurité intérieure. On l'appelle souvent le CSI. Bon, alors c'est quoi ce fameux code? Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte de bouclier invisible de la République. Faut savoir qu'avant 2012, les lois sur la sécurité étaient un peu éparpillées partout. Un vrai bazar. L'idée du CSI, ça a été de tout rassembler en un seul endroit. Le but, que les règles du jeu soient claires pour tout le monde, que l'on soit citoyen ou membre des forces de l'ordre. Alors, pour bien comprendre comment ce bouclier fonctionne, on va le décomposer en 3 grands piliers. D'abord, on a le pilier de l'ordre public. Ensuite, celui des acteurs. Et enfin, hyper important, le pilier des libertés. C'est parti avec le premier pilier, l'ordre public. En gros, c'est la mission de base de l'État. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour assurer notre protection à tous? Et cette mission, elle est super large en fait. Ça va de la simple prévention des risques, genre les accidents, les catastrophes naturelles, à la gestion des immenses foules pendant les concerts ou les matchs. Ça inclut aussi toute l'organisation des secours, ce qu'on appelle la sécurité civile. Et bien sûr, ça couvre la protection des gens, de leurs biens, de l'environnement et même la défense des institutions du pays. Bref, c'est vraiment le socle de tout. Ok, une fois qu'on a posé ce cadre, on passe au deuxième pilier, les acteurs. La question, elle est super directe. Qui fait quoi et surtout, qui a le droit de faire quoi? Et c'est là que le code est vraiment utile, parce qu'il met de l'ordre dans tout ça. D'un côté, on a la police nationale et la gendarmerie, qui gèrent la sécurité sur tout le territoire. Ensuite, il y a la police municipale, qui dépend du maire et s'occupe de la tranquillité dans une ville. Ne pas oublier la sécurité privée, eux, leur rôle est de sécuriser des lieux précis, comme un magasin ou un festival. Mais attention, leurs pouvoirs sont très encadrés. Et enfin, on retrouve la sécurité civile, qui est là pour la prévention des risques et les secours d'urgence. Pensez aux pompiers, par exemple. Bref, chacun son rôle, chacun son terrain. On arrive maintenant au troisième et dernier pilier. Et franchement, c'est peut-être le plus important de tous, celui des libertés. Parce que c'est bien beau d'avoir un bouclier pour nous protéger, mais il ne faut surtout pas qu'il se transforme en cage. Ce pilier, c'est justement lui qui va fixer les limites pour protéger nos droits. Il y a une phrase qui résume tout ça à la perfection. La sécurité est la première des libertés, mais elle doit toujours être proportionnée. Proportionnée, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que toute mesure de sécurité doit être absolument nécessaire. Et surtout, adaptée à la menace. Pour faire simple, on ne va pas déployer un tank pour un simple contrôle d'identité. C'est ce principe fondamental qui est là pour nous protéger contre les abus. Et cet équilibre, on le voit très bien dans des cas concrets. Reprenons notre histoire de sac du début. Le code autorise bien une inspection visuelle. Ça, c'est le pouvoir. Mais il y a une protection essentielle. Il faut le consentement de la personne. Si on refuse, l'agent ne peut pas forcer la fouille. Par contre, il peut refuser l'accès. C'est la même logique pour la vidéosurveillance. C'est autorisé, mais son utilisation est hyper réglementée. Pour chaque pouvoir, il y a un contre-pouvoir, un garde-fou. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le code de la sécurité intérieure, ce n'est pas juste un texte qui donne des pouvoirs. Non, c'est bien plus que ça. C'est un cadre, des règles du jeu qui sont claires et connues de tout le monde. Si on devait résumer tout ça en 4 points clés, voilà ce que ça donnerait. Premièrement, le code a permis de tout rassembler, de mettre de l'ordre. Deuxièmement, sa mission est de nous protéger, nous et nos biens. Troisièmement, il définit les pouvoirs des forces de sécurité, mais surtout il les limite. Et enfin, quatrièmement, il est pensé pour évoluer et nous permettre de faire face aux nouvelles menaces. Seulement voilà. Tout cet équilibre, il est sans cesse bousculé, notamment par les nouvelles technologies. Quand on pense à l'intelligence artificielle, aux drones, à la reconnaissance faciale, la grande question qui se pose, c'est comment fait-on pour garder cet équilibre si fragile entre le besoin de sécurité et le respect de notre vie privée? Pour continuer à explorer et à décrypter les règles qui font notre quotidien, une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne YouTube EasyLink.